Donc, avant de commencer, je vous donne le plan de la présentation, donc qui va répondre à de multiples questions. Une des questions, bien sûr, c'est pourquoi faire pousser du bambou en Europe. Ensuite, ça peut être intéressant de savoir qui sont les personnes qui ont lancé le projet. Et puis, on va en apprendre beaucoup sur cette plante et sur tous ses débouchés. Ensuite, nous verrons les raisons pour lesquelles la culture du bambou n'en est qu'à ses balbutiements en Europe. Et puis, bien qu'il s'agisse d'une excellente diversification. Voilà. Mais pour pouvoir mettre en place cette culture, il faut valider plusieurs éléments, donc, que nous verrons. Et puis, nous ferons un point sur le crédit carbone avant de parler des investissements et de la rentabilité. Voilà. Après, donc, on aura les questions-réponses et on prendra le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions. Alors, tout d'abord, pourquoi faire pousser du bambou? Eh bien, parce que quand sur un marché, on a une énorme demande et on a très peu d'offres, ça s'appelle une opportunité et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe et donc en France par rapport à la plante bambou. Sur le tableau que vous avez sous les yeux, on a les niveaux d'importation de produits bambou, Chine, Canada, Japon, USA et Union européenne. Alors, de façon très surprenante, en Union européenne, regardez bien, là, ce sont des chiffres qui sont donc en millions de dollars. C'est une étude qui date d'il y a 5 ans. En Union européenne, le niveau d'importation il y a 5 ans de produits bambou est largement supérieur à tout ce qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Alors, c'est curieux parce que on a des niveaux d'importation extrêmement élevés et pourtant en Europe, on n'a aucune production de bambou au niveau commercial ou industriel jusqu'à présent. Et on peut se demander pourquoi. Eh bien, ça, c'est la question que s'est posée Fabrizio Pecci en 2012. Donc, Fabrizio, famille d'agriculteurs italienne, c'est un inventeur, entrepreneur, qui a fait énormément de voyages en Asie. Et il y a une vingtaine d'années, donc, il a assisté au démarrage de l'industrialisation de cette matière première, le bambou, en Asie. Et donc, à partir de là, il s'est mis à imaginer tout un projet bambou pour l'Europe. Et en 2014, il a fondé en Italie le consortium du bambou italien, Consortio Bambou Italien, CBI, on appelle CBI. Voilà. Également, donc, il a créé l'entité Onlimoso, votre mine verte. Onlimoso, donc, Only, c'est de l'anglais, ça veut dire seulement, et Moso, en chinois, ça veut dire bambou géant. Voilà, parce qu'au départ, c'est que du bambou géant. Voilà. Donc, Onlimoso, c'est une entité qui s'occupe donc des pépinières, Vivae Onlimoso. C'est dans Onlimoso qu'on fait toute la recherche, le développement, les productions de plants pour les plantations. Et c'est aussi Onlimoso qui donne l'assistance et le conseil pour la culture du bambou. Voilà. Alors, Consortio Bambou Italie, de son côté, s'occupe du rachat des chaumes et des pousses de bambou aux agriculteurs partenaires. Voilà, ça, c'est la structure. Alors, le démarrage, donc, ça ne s'est pas fait, comment dire, en 5 minutes, parce que quand on arrive sur un terrain avec une plante innovante, personne n'en a jamais entendu parler, ça ne se fait pas tout seul, mais ça a quand même été un démarrage prometteur. Aujourd'hui, on a donc plus de 1000 agriculteurs partenaires en Italie, plus de 2000 hectares plantés, plus de 70 collaborateurs. En ce qui concerne les serres, donc on a 20 hectares de pépinières. Voilà une vue aérienne là, des pépinières. Donc c'est à Faenza, c'est à côté de Bologne, en Italie. Évidemment, pour gérer tout ça, il faut du monde. Donc ça, c'est l'équipe de Faenza au complet, parce que c'est une équipe à géométrie variable, voilà, un peu comme dans toutes les pépinières. Voici le siège de l'entreprise à Tavuglia, c'est à côté de Cattolica, à côté de Rimini, sur la côte adriatique. Évidemment, pour gérer tous ces clients, etc., il faut du monde. Ça, c'est l'équipe administrative, donc commerciale, qu'on a en Italie. Voilà. Alors ça, c'est la partie italienne. Et nous, en France, on a commencé donc en 2019.
Alors, c'est pareil, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a d'abord eu une première plantation, puis ensuite une deuxième, etc. Et aujourd'hui, donc, on a en France 85 agriculteurs partenaires. Pour le moment, on a planté 245 hectares de bambou. On est une toute petite équipe, très efficace, de 4 personnes, 4 collaborateurs. Voilà. Alors, tout ce développement qui se fait en Italie, en France, c'est uniquement sur la base du potentiel d'une herbe géante, donc, dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle le bambou. Alors, qu'est-ce que c'est que le bambou? Le bambou, c'est une graminée, hein, comme le blé ou le maïs. C'est une herbe géante. Là, on le voit sur la diapo. Le bambou a été contemporain des derniers dinosaures, il y a 250 millions d'années. Il y a 1300 espèces de bambou, dont le Philostachys edulis, c'est-à-dire comestible, c'est un bambou géant. Hein, c'est notre bambou, c'est le bambou géant. Et principalement, il y a deux grandes familles de bambou, il y a deux grands types de bambou. Le bambou cespiteux, le bambou traçant. Le bambou cespiteux, c'est un bambou qui grandit sur place, dont les rhizomes ne vont pas prospérer sous le sol. C'est un bambou qui reste en touffe. Hein, voilà. Et le bambou traçant, donc avec des rhizomes leptomorphes, c'est celui qui nous intéresse. Nous, le bambou Philostachys edulis, c'est un bambou traçant. Hein, voilà. Alors, on regarde de quelle façon se développe le bambou. En année 1, quand on plotte un bambou, le bambou, il fait les plants hein, qu'on met en terre font à peu près entre 60 et 80 cm de haut, parfois un petit peu plus, rarement moins. Voilà. Et donc ces plants, ils ont une séquence de croissance qui est assez régulière. Tous les ans, on double la hauteur et on double le diamètre des cannes. Alors en année 1, en année 2, en année 3, jusqu'à maturité de la plantation qui peut arriver en année 8 ou 10. Et une fois que la plante est arrivée à maturité, donc toutes les pousses qui sortent auront au final entre 8 et 12, parfois plus centimètres de diamètre, et la hauteur du chaume va aller entre 12 et 15 mètres, voire plus 18, ça peut aller même jusqu'à 20 mètres. Hein. Mais une fois que la plantation est arrivée à maturité, donc tout ce qui sort de la plantation, ce sont des chaumes qui sortent en première année. Le chaume sort à sa taille et à sa hauteur définitive. Hein. Ce n'est pas comme un arbre qui grandit de façon séquencée. Là, c'est une fois pour toutes. Voilà. Alors, voici un exemple en image de cette croissance. Voilà. Ici, c'est même la première plantation qui a été faite en France, à Drouge, chez Mathieu. Au milieu, là, vous voyez la photo, donc ça, c'est la plantation. Donc ça, c'est une plantation manuelle, hein, qui a été faite manuelle. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez que ces plants, donc, vous voyez qu'ils font à peu près, oui, c'est ça, environ 60-80 cm de haut. Vous voyez qu'un an plus tard, hein, ils ont facilement doublé hein, de hauteur, juillet 2020, sous la ligne blanche. Et au-dessus de la ligne blanche, ben, c'est en deuxième année, donc en 21, septembre 21. Voilà. Donc ça, c'est typique de la croissance d'un bambou. Alors, un autre exemple, voilà, ici, c'est l'aréole, c'est au sud-est de Bordeaux, entre Langon et Marmande, quoi. Premier plan à gauche, 2020, voilà. Et puis, avril 2024, là, vous voyez toutes les pousses qui sont en train de sortir. Août 2024, ça y est, les feuilles sont arrivées, voilà. Donc ça, c'est le cycle de croissance. Alors, en détail, donc, au départ, on a la croissance des turions, donc c'est-à-dire les pousses, hein, les pousses qui sortent entre mars à mai. Alors, ça dépend des régions. Ça sort un petit peu plus tôt dans le sud, un petit peu moins tôt en Normandie, mais voilà, mars à mai. Ces turions grandissent assez rapidement. Hein, ces pousses, voilà, vous voyez là, on voit que ça pousse. La croissance maximum en France pour une pousse, c'est de 1,20 m par jour. Donc, c'est énorme. Vous vous rendez compte l'énergie qu'il y a dans les rhizomes pour progresser de 1,20 m par jour. C'est un maximum, hein, c'est pas, voilà. Là, sur la plantation qu'on a vue avant, on va dire qu'on a entre 30 et 40 cm par jour.
hein, au moment de la sortie des pousses, quoi. Voilà. Alors, sur cette diapo ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est une explication de séquence de croissance du bambou. Vous voyez tout ce qui est feuillu sur la partie basse de l'image, c'est les plants qui étaient déjà là, et toutes les tiges qu'on voit, ce sont les pousses qui viennent de sortir. Alors ces pousses, elles viennent de sortir. La séquence, c'est la pousse monte jusqu'à sa hauteur définitive. Une fois qu'elle est arrivée là-haut, on a le branchage qui sort, donc c'est ce qu'on voit sur la photo. Et puis une fois que les branches sont en place, il y a le feuillage qui apparaît, et ce cycle-là est fini. Une fois que ce cycle-là est fini, ça va de mai, ça peut aller jusque juin. Parfois, les feuilles terminent d'arriver début juillet. Une fois que ce cycle-là, ce premier cycle-là est fini, c'est le rhizome qui commence, lui, à se développer. Donc, de juin ou de juillet à août, septembre, parfois un petit peu plus tard en octobre. Donc, le rhizome, il se développe à l'horizontale. Hein, c'est une espèce de colonne vertébrale de la plantation à l'horizontale, environ entre 10 et 20-25 cm sous le niveau du sol. Voilà. Et une fois que le rhizome est installé, donc il s'installe jusque septembre-octobre, une fois que le rhizome est en place, qu'il a grandi, il part dans toutes les directions, à ce moment-là, c'est le racinaire qui se développe, donc de septembre-octobre jusqu'à décembre-janvier. Le racinaire se développe en hiver, hein, fin de l'automne et l'hiver. Hein, voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement typique d'une bambouseraie. Donc d'autres éléments qui peuvent être intéressants à connaître, c'est qu'une bambouseraie, une fois qu'on met une bambouseraie en place, ça dure de 40 à plus de 80 ans. En fait, en Asie, il existe des bambouseraie qui sont très bien suivies parce que c'est pour la culture des pousses et qui sont là depuis plus de 200 ans. Voilà. Donc, nous, on met 40 à plus de 80 ans, c'est tout à fait réaliste. Hein. La durée de vie d'un chaume, c'est de 7 à 8 ans. Donc, si vous passez dans des bambouseries qui ne sont pas entretenues, vous pouvez voir déjà, il y a énormément de chaumes, parce que si ce n'est pas entretenu, ce n'est pas éclairci. Et vous pouvez voir des chaumes un petit peu gris qui se trouvent en travers. Bon, ben ça, ce sont des chaumes qui sont morts au bout de 7-8 ans, et puis un coup de vent, et puis ça se casse, et puis ça tombe en travers. Voilà. La durée de vie d'une feuille, donc tous les 2 ans. Hein, tous les 2 ans, le bambou renouvelle entièrement son feuillage. Donc, ça fait au sol un paillage qui est magnifique. Voilà. Donc, en résumé, le bambou, c'est juste une herbe géante, donc, dont la taille et le diamètre doublent tous les ans jusqu'à maturité. Donc, maturité 8 ou 10 ans. Les pousses sortent au printemps, avril-mai, un peu avant ou un peu après. Les rhizomes se développent en été jusqu'au début de l'automne. Et puis ensuite, c'est les racines qui prennent la suite. Le feuillage, oui, donc feuillage persistant, se renouvelle tous les 2 ans. Hein. Alors maintenant, on a vu rapidement ce que c'est que le bambou, donc une herbe géante, on va voir évidemment la question que tout le monde se pose, le bambou c'est bien, on comprend comment ça grandit, mais qu'est-ce qu'on fait avec le bambou? Alors, excusez-moi, oui, peut durer plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec le bambou? Le bambou, aujourd'hui, c'est la plante qui a le plus de débouchés. Alors, sur une plantation de bambou, on a 3 types de récoltes. Les pousses, la biomasse et les chaumes pour le bois. On va commencer par regarder les pousses. Qu'est-ce qu'on fait avec les pousses? Le premier marché pour les pousses, c'est le marché alimentaire. Voilà. Donc, nous, on ne le sait pas parce que ça ne fait pas partie de notre patrimoine culturel, mais la pousse de bambou, c'est une bombe nutritive. Voilà. Où il y a des bambous, les gens mangent les pousses de bambou. Hein. Premier marché, donc, alimentaire. Deuxième marché, la cosmétique, les produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, vous allez sur Internet et puis vous tapez cosmétique bambou, vous avez des pages et des pages. Alors, bien sûr, ça peut paraître surprenant, mais c'est quand même la réalité. Vous avez des pages et des pages voilà, d'articles sur le bambou, la plante régénérante, le nouvel allié des produits de beauté, une crème de jouvence et cosmétiques, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les pousses de bambou. Ensuite, pour la biomasse, donc deuxième type de récolte sur une parcelle, la biomasse, il faut savoir que le bambou, le chaume, quand il grandit,
En année 1 et 2, c'est 70% de cellulose. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la cellulose? Principalement, on fait de la pâte, hein, de la pâte à papier. En France, vous le voyez sur la séquence, sur l'image, la France aujourd'hui importe plus de 60% de sa pâte à papier qu'on utilise en France, hein, qu'on consomme en France. Et donc, on a fait un petit ratio. On s'est aperçu que si on voulait, avec la matière première bambou, compenser ces importations de pâte à papier, rien que pour le marché français, il faudrait, rien que pour cette filière papier, il faudra environ 20 000 hectares de bambou. Et voilà. Donc, c'est pour donner une idée de la taille du marché. Alors, on fait du papier, on fait toutes sortes de papiers. Hein. On fait des papiers de papier dessin, offset, craft, carton. En Inde, en Inde, 70% du papier en Inde est fabriqué à partir de cellulose de bambou. Hein, voilà, donc c'est vraiment une utilisation énorme qui peut être faite à partir du bambou. Deuxième utilisation de la cellulose de bambou, c'est tout ce qui concerne le textile. Le textile qu'on fait à partir du bambou, c'est un textile qui est frais, qui est doux, un toucher entre la soie et le coton, et qui est un textile très absorbant. Donc évidemment, on peut en faire des couches, mais pas que. On peut faire aussi tout ce qui concerne des peignoirs, des t-shirts, des chemises, etc., etc. Donc pour le textile, pareil, vous tapez textile bambou sur Internet, puis voilà, c'est sans fin. Alors, le papier, le tissu, mais aussi donc les bioplastiques. Ça, c'est une entreprise du côté de Toulouse qui fait des matériaux composites pour l'aviation et qui s'est aperçu qu'en utilisant la fibre de bambou, on avait des parois qui étaient à la fois plus légères et plus résistantes aux vibrations que si on utilisait la fibre de carbone. Là, ce sont des marchés naissants. Hein. En Italie, Onimoso a des contrats avec des sociétés qui produisent de l'énergie à partir du bambou. Donc ici, on a une centrale électrique à biomasse. On utilise aussi la biomasse de bambou pour le fourrage animal, pour augmenter la valeur nutritive du fourrage animal. Ça, ce sont des contrats qui existent en Italie. Donc tout ça, c'est ce qui concerne la biomasse, mais il y a encore de nouveaux marchés qui s'ouvrent de nouvelles perspectives avec les industriels pour la biomasse, dans le secteur du ciment, du bâtiment, du biocarburant, des bioéthanols, etc., etc. Voilà. Et puis, donc, je vous disais, si on laisse le chaume sur pied pendant 4-5 ans, quand le chaume sort en année 1, 70% de cellulose, et puis progressivement, ce chaume, il ne va pas comme un arbre donc grandir en diamètre, il va changer de structure. C'est-à-dire que petit à petit, progressivement, le chaume se lignifie et il acquiert, au bout de 4-5 ans, toutes les qualités mécaniques du chaume de bambou. Donc, le chaume de bambou, c'est un matériau qui résiste mieux à la pression que le ciment, qui résiste mieux à la traction que l'acier, des qualités mécaniques incroyables, et c'est pour ça qu'on s'en sert donc pour de grands chantiers dans la construction. Ici, sur l'image de gauche, vous voyez l'aéroport de Madrid. À droite, c'est écrit. Ça, c'est au niveau des grandes structures, mais on le trouve aussi, le produit bambou, disponible pour les particuliers. Vous voyez, donc ça, c'est une enseigne de bricolage, mais il y a aussi de grandes enseignes de diffusion de produits d'ameublement. Bon, tout le monde connaît cette enseigne-là. Eh bien, si vous tapez sur Ikea produits en bambou, aujourd'hui, vous avez 196 références de produits bambou. Il y a 10 ans, il y en avait 5. Voilà. Donc, le bambou, on l'utilise, il se répand, il est déjà arrivé donc à une utilisation grand public. Et on l'utilise aussi pour tout ce qui concerne le design, des produits pour des produits haut de gamme. Voilà. Donc, pour résumer, sur les filières du bambou, on a donc 3 marchés principaux. Le premier sont les pousses pour l'alimentaire et la cosmétique. Le deuxième, les chaumes bois, donc pour la construction, l'ameublement, le design. Et puis ensuite, la biomasse pour l'énergie, le papier, le textile, les bioplastiques, les bioéthanols, etc., etc. Alors, si tous ces débouchés existent, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de bambou partout en Europe?
Principalement parce que, il y a des préjugés, il y a des idées reçues. Voilà. On pense, en général, quand on parle de bambou, à des gens qui ne sont pas des spécialistes du bambou, on a tendance à penser que le bambou, ça ne pousse pas chez nous. Alors là, je vais vous montrer une image qui est assez surprenante. C'est une plantation qui a été mise en place par un particulier il y a une vingtaine d'années en Bretagne, du côté de Landerneau. C'est quelqu'un qui a planté de l'idulis, hein, c'est exactement le même bambou que le nôtre, sans irrigation, sans fertilisation, sans entretien, rien du tout. Voilà, au bout de 20 ans, vous avez du bambou, voilà la façon dont ça se développe. Donc c'est assez exceptionnel, ça c'est la réalité de ce qu'on voit en Bretagne. Il faut aussi savoir, quand on pense que le bambou, souvent on pense qu'il faut prendre l'avion et puis aller dans les pays exotiques pour voir du bambou. Mais là, on va au sud des Cévennes, dans le Gard, du côté d'Alès, et on tombe sur la plus grande bambouseraie d'Europe, qui est là depuis 167 ans. Et elle est en parfaite santé. Hein. Donc le bambou, ça pousse en France. Hein. Donc ça, première raison, on dit, bon, bah, oui, le bambou, ça ne pousse pas chez nous. Si, le bambou, ça pousse, et ça pousse bien hein, chez nous. Deuxième raison pour laquelle on est un petit peu réfractaire à penser au bambou comme culture, c'est que le bambou, c'est très invasif. Les rhizomes, souvent, ce qu'on a à l'esprit, c'est que les rhizomes sont un problème, et c'est vrai, parce que quand vous parlez bambou, on prend souvent l'exemple des gens qui, pour mettre une petite clôture au fond du jardin, on prend des bambous, une petite haie, on plante des bambous, et quand on va à la pépinière pour acheter les bambous, on ne demande pas si ce sont des bambous traçants ou non traçants. Nous, on veut mettre des bambous, donc on met des bambous. Et quand malheureusement les bambous qu'on achète sont des bambous traçants, bien inévitablement, 2 ans, 3 ans après, ben, c'est d'arriver dans les rosiers du voisin, c'est d'arriver dans la piscine, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça pose des problèmes quand on ne prend pas les précautions nécessaires. Voilà. Et ça, c'est une réalité qui est vécue par tout le monde. C'est pour ça que on pense effectivement que le bambou, c'est bien, mais pas chez moi, parce que c'est souvent une catastrophe. Ça, c'est une réalité. En ce qui nous concerne, les rhizomes sont faciles à contenir. Voilà. Donc ça, c'est une image d'une plantation. Vous avez tout autour de la plantation, donc une allée périphérique, ici qui est assez petite, hein, qui peut faire de 5 à 8 mètres. Et puis au-delà de cette allée, on a une tranchée. Quand le rhizome arrive dans la tranchée, si le rhizome arrive dans la tranchée, il arrive dans la tranchée donc au moment où il grandit, hein, c'est fin de l'été, on va dire. Voilà. Donc là, on le repère tout de suite, on peut le couper. Voilà. Et voici un rhizome. Là, vous voyez la personne qui est assise dans le petit fossé, là, il a un rhizome dans la main. Donc ça, on le voit, on peut le couper. Sinon, si on ne le coupe pas, un rhizome qui arrive à l'air libre, c'est un rhizome qui monte, et c'est-à-dire qui pointe en chaume. Hein. Un rhizome qui sort, il monte et il pointe en chaume. Donc, pour nous, c'est assez facile à contenir. Sur toutes les bambouseraies qu'on a visitées en Italie, on en a vu une ou deux ou trois avec un fossé périphérique. Mais sinon, le seul fait de passer un broyeur tout le tour régulièrement, hein, surtout au moment de la sortie des pousses, sur cette allée périphérique, ça suffit pour empêcher la croissance du rhizome vers l'extérieur. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. Alors, donc le bambou peut très bien pousser chez nous. La gestion des rhizomes, c'est une opération simple et maîtrisée. Alors maintenant, on a vu ces deux idées reçues. Quels sont les avantages de la culture du bambou? Alors, tout d'abord, on sait que c'est une culture pérenne, hein, donc on ne plante qu'une seule fois. Maintenant, quand on cherche à se diversifier, souvent le critère, on peut dire toujours, le critère numéro un dans le choix d'une nouvelle diversification, c'est la rentabilité. Alors là, avec le bambou, en fonction des modèles économiques qui sont proposés, on peut avoir une excellente rentabilité. Quand on regarde le marché des pousses de bambou,
À maturité, une plantation, ça peut donner entre 7 et 15 tonnes de bambou par hectare et par an. Aujourd'hui, Olnimoso propose le rachat à 2 euros à l'agriculteur. Donc, vous avez 7 000 à minima sur une plantation à maturité. On ne commence pas à 7 tonnes. On commence à une demi-tonne, 1 tonne, 2 tonnes. Voilà. Donc, à 2 euros le kilo, vous avez 7 000 kilos. Ça fait déjà une première rentrée. Ensuite, ça, c'est ce qu'on récolte au printemps. Ensuite, en hiver, on va couper les chaumes. Et les chaumes, on coupe sur une parcelle, pour simplifier. Sur une parcelle de 1 hectare, on peut avoir à terme 10 000 chaumes. 1 hectare par mètre carré. Bon, on coupe jamais plus de 25% de la parcelle. Donc, nous, on dit de 500 à 2500 unités. Le prix moyen en Italie aujourd'hui, c'est 12 euros l'unité. Même si vous avez 1 000 euros, ça, c'est une rentrée qui se rajoute au revenu des pousses. Voilà. Donc, premier critère, rentabilité. Deuxième critère, c'est une culture donc, qui est respectueuse de la nature. Pour faire pousser du bambou, on n'a pas besoin de produits phyto. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le bambou, ça absorbe 4 à 5 fois plus de CO2 qu'une forêt de feuillus. Ça produit 35% d'oxygène en plus. Le bambou, le maillage du bambou, ça participe à assainir les sols et à stabiliser les sols. Voilà. Donc, c'est important, tous ces critères-là sont importants, c'est une culture respectueuse de la nature. Mais c'est aussi une culture qui est innovante. Pourquoi innovante? Parce que quand on cherche à se diversifier, si on va vers des cultures traditionnelles, on connaît les résultats, et si on cherche à se diversifier différemment, c'est parce qu'on n'est pas vraiment satisfait des résultats. C'est pour ça qu'on veut changer. Si on veut changer, il n'y a pas d'autre moyen que d'innover. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous on fait souvent la comparaison pour juger du niveau d'innovation du bambou. On compare souvent le bambou aujourd'hui au kiwi d'il y a une cinquantaine d'années. Vous voyez, la production de kiwi en Europe en 1960, c'était 0. Et en 2015, en Europe, on produisait 54% de la production mondiale de kiwi. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui est le premier producteur mondial de kiwi devant la Nouvelle-Zélande. Et la France, bien qu'on ait commencé en 1960, la France, nous, on est le 5e producteur mondial de kiwi. Ah, ça paraît incroyable, mais il y a 50 ans, il n'y avait pas de kiwi en France ni en Europe. Voilà. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que le bambou aujourd'hui, c'est le kiwi il y a 50 ans. Voilà. Donc, le bambou, en résumé, le bambou, c'est une culture simple, rentable, innovante et respectueuse de la nature. Voilà. Alors, voilà pour conclure donc, sur les avantages de la culture du bambou. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour planter? Voilà, donc mode d'emploi de la culture du bambou. Donc, on l'a dit au démarrage de la présentation, il y a 3 critères à valider pour pouvoir planter du bambou. Le premier critère, c'est au niveau du sol, le type de sol. Donc, tous les extrêmes, trop argileux, quand on plante, si on met le bambou dans l'eau, au bout de quelques jours, il meurt. Voilà. Donc, quand on a des terres hydromorphes ou des terres qui peuvent être inondées, voilà, ce n'est pas la peine d'essayer de planter du bambou dans ces terres-là. Si on a des terres trop calcaires, alors plus de 5% de calcaire actif, ce n'est pas la peine d'essayer de planter non plus. Là, sur le triangle des textures, on est plutôt au centre. Sableux, c'est très bien parce que le rhizome progresse à toute allure. Sableux, argileux, c'est très bien. Sableux, limoneux, c'est très bien aussi. Argileux, limoneux, ça va très bien. Donc, voilà, il faut rester au centre. La première étape, quand on veut planter une parcelle de bambou, on fait toujours une analyse de sol. Il y a toujours des choses à corriger, donc on commence comme ça. Donc, premier élément, mes critères à valider, la nature du sol. Deuxième élément, pour pouvoir planter du bambou, il faut de l'eau. Parce que donc on irrigue les plantations de bambou, surtout pendant les premières années. On n'irrigue pas au canon, on irrigue en goutte à goutte. C'est intéressant d'avoir un système de goutte à goutte
parce que ça permet, au bout de 2-3 ans, de faire passer de la fertilisation dans le goutte à goutte. Donc, on est en fertirrigation. Voilà. Et puis, bien sûr, comme cette plantation, c'est une plantation qui va nous survivre, nous, nos enfants, et on l'espère leurs enfants, en général, on plante sur des terres en propriété. Hein. Voilà. Donc, 3 critères, donc la nature du sol, la capacité à irriguer et des terres en propriété. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre pour faire une plantation? Il n'y a rien de bien compliqué. Donc, on prépare le terrain un peu comme pour un maïs. On reçoit les plants 2-3 jours avant la plantation. Donc, les plants, on les ouvre, on les fait respirer, on les maintient humides. Et puis ensuite, on passe à la plantation. Alors, la plantation, ça peut se faire sur les petites surfaces. 1 hectare, 2 hectares, ça peut se faire à la main. Après, quand on est sur des surfaces plus importantes, il y a chez nous, donc là, il y a Alain qui est avec nous aujourd'hui, et donc qui a mis au point avec son équipe des planteuses. Alors là, c'est une planteuse qui a la particularité de dérouler le système de goutte à goutte en même temps que plante les bambous. Voilà. Donc, il y a différents systèmes de plantation, 1 rang, 2 rangs, des rangs, on peut modifier en largeur, enfin voilà. Une fois qu'on a fait cette plantation, que tous les plants sont en terre, ce qu'il faut faire, c'est, dans la demi-heure qui suit, on apporte 10 à 15 litres d'eau par plant. Hein, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, la plantation est terminée. On peut rentrer donc dans les étapes année 1, année 2. En année 1 et en année 2, on va se battre contre l'envahissement de la parcelle par toutes les adventices. Quoi. Donc, dans l'interrang, on nettoie, on passe au broyeur, ça reste bien propre. Le plus compliqué, c'est sur le rang. Voilà. Mais si on est précautionneux, rapidement, le bambou prend le dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que si on laisse trop de matière végétale sur le rang, ça fait une grosse concurrence pour le bambou. Donc, on essaye de l'éclaircir au maximum. Voilà, de donner toutes ses chances au bambou. Ensuite, en année 3 et 4, on va commencer un éclaircissage et on ne peut pas laisser toutes les pousses de bambou remplir la parcelle parce que sinon ça fait trop pour la parcelle. Et à partir de l'année 5, voilà, on a les premières récoltes de pousses. Année 5, parfois année 6, on a commencé, nous, à récolter en année 4, mais c'était pour une consommation au niveau particulier. Quoi, voilà. 4, 5, 6. Voilà. Alors, tout ça, le schéma que je viens de vous donner, ce serait parfait si on n'avait pas, évidemment, comme un petit peu partout dans toutes les cultures, voilà, les prédateurs. Alors donc, pour se protéger contre ces prédateurs, on entoure la parcelle avec une clôture, donc qui permet de se protéger des chevreuils, des sangliers, des lièvres. Alors malheureusement, ça ne nous protège pas des mulots, et les mulots, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut être très attentif. Il ne faut pas du tout se laisser envahir par les mulots, parce que sinon, ça peut être très difficile à contrôler. Voilà. Donc, pour le bambou, on a 3 critères à valider, en résumé. Donc, avoir le bon type de sol, pouvoir irriguer et avoir des terres en propriété. Voilà, donc ça c'est pour conclure sur la mise en place des parcelles. Et avant de passer au coût et à la rentabilité, on va regarder un petit peu ce que c'est que le crédit carbone. Alors, je pense que vous êtes tous au courant des grands principes qui régissent le commerce des crédits carbone. Ici, projet de décarbonation 25-26. Donc, on fait chez Limosso, il y a une entité qu'on n'a pas présentée parce que ça vient de se mettre en place cette année, c'est Bamboo Pro. Bamboo Pro qui est responsable de l'intégration des parcelles de bambou sur le marché du crédit carbone. Donc, techniquement, comment ça se passe? On fait un premier recensement des parcelles en cours et puis on crée un projet environnemental qui est mis à disposition sur le marché volontaire. Fin 25, début 2026. Pardon. Voilà, donc on fait l'audit des parcelles, on regarde, il y a un protocole, c'est assez bien suivi. Ensuite, les parcelles qui seront implantées en 2026 donc, seront réunies dans un projet qui seront mis à disposition des partenaires en 2026. Et tous les ans, donc, on crée de nouveaux, avec les parcelles qui ont été implantées,
de nouveaux projets qui sont mis à disposition de Bamboo Pro pour vendre les crédits carbone aux industriels qui en ont besoin pour équilibrer leur bilan carbone. Alors, bien sûr, quand on vend quelque chose, on est rémunéré et il y a une bonne partie de la rémunération qui va aux agriculteurs. Le bambou Onimoso, on peut le planter sur 3 densités différentes. On peut planter à 1200 plants hectares, 1800 plants hectares, 2400 plants hectares. Et la rémunération au niveau des crédits carbone est fonction du nombre de plants qu'on a mis en place. Et ça va donc de 1500 à 3500 euros par an et par hectare sur un premier contrat de 7 ans. Voilà, donc pour l'essentiel du crédit carbone. Alors maintenant qu'on a vu donc les débouchés, les avantages de la culture, on va regarder de quelle façon est-ce que cette nouvelle diversification peut être rentable. Donc là, on va rentrer dans les coûts et la rentabilité. Alors là, pour la démonstration, on a pris 1 hectare, c'est la plus petite surface possible chez Onimoso, avec 1200 plants, c'est le plus petit nombre de plants possible. Voilà, moi aussi, comme je vous le disais, on peut aussi faire 1800 et 2400 plants. Alors là, on regarde le coût d'implantation d'une bambouseraie. Donc là, c'est un schéma sur 1, 3, 5, 10, 25, 50 hectares. À gauche, vous voyez qu'il y a 3 rubriques. Le coût d'achat des plants, l'estimation des coûts d'implantation, donc faire la plantation, et ensuite l'estimation des coûts annuels. Donc, si vous voulez, je vous propose de regarder la colonne avec le chiffre 1. Voilà, donc 1200 plants. Le coût des plants chez Onimoso, 35 000. Nous, on a une remise Onimoso qui court toujours de la part de Onimoso, donc c'est 10%. Et puis, pour les agriculteurs qui souhaitent rentrer en contrat avec Onimoso, c'est-à-dire que Onimoso s'engage à racheter les plants, les pousses, et l'agriculteur s'engage à vendre sa récolte à Onimoso. Donc, au moment de l'achat, Onimoso fait une avance sur récolte. C'est-à-dire que c'est une avance de trésorerie, ça veut dire que nous, on a moins à sortir en trésorerie. Cette avance sur récolte, elle varie en fonction du nombre d'hectares implantés. Voilà. Donc, différé de règlement, oui, avant, on appelait ça avance sur récolte, aujourd'hui, on appelle ça différé de règlement. Donc là, sur 1 hectare, on a 7 100 euros, donc qu'on n'aura pas à payer tout de suite, ce qui fait qu'à régler à Onimoso avant plantation, on a 24 900 euros. Alors maintenant, ça, c'est un coût d'achat des plants. Ensuite, il y a d'autres coûts qui sont à prendre en compte pour la mise en place d'une plantation. Les coûts de la plantation. Alors d'abord, la préparation du terrain. Voilà, là, on met labour, fossé, trèfle. Le fossé, on n'en a pas besoin en année 1, ni en année 2, ni en année 3. On peut y penser en année 4. Un couvert, le trèfle, c'est bien. On peut aussi mettre du régras anglais. Voilà. Ensuite, la goutte à goutte. Oui, le goutte à goutte. Ça, c'est important. Et là, on parle d'estimation parce qu'on a des clients qui étaient dans le tabac. Les lignes d'irrigation, goutte à goutte, étaient déjà en place sur la parcelle. Il y avait juste à poser le plan et c'était tout. Pas de frais supplémentaires. Et à l'autre extrême, on a des clients qui plantent une parcelle, il faut faire un forage. Et là, voilà, si on rentre, ça peut être des dizaines de milliers d'euros supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans le deuxième paragraphe, là, on parle de estimation des coûts d'implantation. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, donc au total, estimation des coûts d'implantation, environ 4 000 euros. Donc le coût de la plantation, ici on voit, donc on rajoute et on a 28 000 euros. Ensuite, estimation des coûts annuels, irrigation et engrais, estimation 1 500 euros. Donc là, pour l'irrigation, évidemment, ça dépend des années. Et puis, en ce qui concerne l'entretien et la récolte, 15%. Voilà, c'est aussi une estimation. Pour la récolte des pousses, bon, j'en parle ici, pour la récolte des pousses, sur 1 hectare, ça mobilise un ouvrier à mi-temps pendant 5 à 6 semaines. Les pousses, ça sort pendant 5 à 6 semaines. Et les pousses, il faut les récolter tous les jours.
Parce que, comme on disait tout à l'heure, si la pousse, elle fait 20 cm aujourd'hui, si vous ne la récupérez pas aujourd'hui, eh ben demain, elle fera 50 cm et puis elle ne pourra plus passer dans le circuit alimentaire, quoi, hein, voilà. Donc, la récolte des pousses, c'est un ouvrier, une personne, hein, à mi-temps pendant 5 à 6 semaines. Voilà, tous les matins, donc de 7 heures jusqu'à 11 heures. Pour les chaumes, pour la récolte des chaumes, c'est pareil. C'est une personne à mi-temps pendant environ 5 à 6 semaines à mi-temps, mais c'est 5 à 6 semaines pour les chaumes. Les chaumes, on les coupe en hiver. Donc, les 5 à 6 semaines, c'est du temps technique qui peut être réparti entre octobre et février, quoi, hein. Voilà. Donc, ça, ce sont les coûts. Et maintenant, regardons voir le tableau suivant, le plus intéressant, donc sur la rentabilité. Alors, sur ce tableau, les tableaux sont disponibles, hein. Là, on a juste, comme je vous le disais, 1 hectare à 1200 plants par hectare. On a aussi des tableaux à 1800, 2400, 2, 4, 5, 10 hectares. On n'a pas tout mis ensemble pour essayer de rester un peu plus simple. Donc ici, sur ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à gauche, en vert, donc c'est ce qu'on récolte, hein, des pousses et des chaumes. Donc on commence à récolter les pousses en 5e année, les chaumes en 7e année, puisqu'on a besoin d'un certain diamètre. Le chiffre d'affaires en jaune, ici, à minima, à maxima. Donc, entre ces deux colonnes, ici, vous voyez, on a pris 50%. Voilà, ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus, mais bon, c'est du végétal, hein, voilà. Pardon, excusez-moi. Ensuite, les frais. Donc, on a les frais d'irrigation, fertilisation qui augmentent, hein, voilà. On a les frais d'entretien de récolte. En année 3 et 4, on a des frais qui sont plus importants parce qu'on a les périodes d'éclaircissage. La bambouserie, on ne peut pas laisser toutes les pousses devenir des chaumes parce que sinon, voilà, la bambouserie va s'épuiser très rapidement, hein. Donc, on éclaircit, il y a un coût, hein, voilà. Ensuite, dans les frais, le différé, vous savez, l'avance sur récolte, le différé. Donc, cette somme-là, finalement, on la rembourse à Olimoso, mais d'une façon assez indolore, dans le sens où on prélève 10% à partir de la 5e année. Vous voyez, à partir de la 5e année, en tant qu'agriculteur, on va vendre nos récoltes à Olimoso, donc on va faire une facture. Olimoso va nous régler. Sur cette facture, il y a 10% du montant de la facture qui est affecté au remboursement de l'avance sur récolte. Voilà, donc 10% du montant de la facture, année après année, ben voilà, là on voit qu'au bout de 5 ans, la facture a été réglée, hein. Ça, c'est tout ce qui concerne les frais. Ensuite, donc, le crédit carbone, donc ici on l'a marqué, 1500 € en année 1, parce que le crédit carbone, c'est rémunéré. Si vous plantez, par exemple, en 2026, la première rémunération, c'est 2027. Les gens qui plantent en 2025, première rémunération en 2026, hein, voilà. Et donc, sur les deux colonnes qui suivent, revenu annuel net et trésorerie, donc là, revenu annuel net, on voit qu'effectivement, c'est négatif dans les premières années. Et la situation de trésorerie, comme on a des dépenses, mais ça se creuse, vous voyez, au fur et à mesure que les années passent, avant de revenir, ici, sur une petite parcelle avec peu de densité, on arrive en 9e année, hein, à être positif. Voilà. Donc, quand on intègre toutes ces données et qu'on regarde, par exemple, sur une première période de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce que le contrat de rachat de Limoso se fait sur une période de 10 ans à partir de la première récolte. Donc, on estime la première récolte à 5 ans. Si on rajoute 10 ans, ça fait une période de 15 ans. Voilà. Donc, si on prend toutes les rentrées que la parcelle a générées sur ces 15 années et qu'on divise par 15, ça fait ce qu'on appelle un revenu annuel pondéré moyen. Voilà. Donc, évidemment, ça donne une rentabilité. Là, ce qu'on voit, c'est que dans la colonne trésorerie, là, on était au maximum à 38 000 d'investissement. Et on voit, ça c'est l'investissement maximum, et on voit que cette parcelle, sur 15 ans, tous les ans, elle rapporte 13 000 €. Voilà, donc on fait le calcul. Évidemment, on a également calculé sur 25 ans et sur 35 ans. Pourquoi? Parce que
quand on fait le calcul sur 5 ans, on a une première tranche de 5 années qui sont improductives, qui ne rapportent rien. Donc l'impact de ces 5 ans sur les 15 ans, c'est quand même énorme, ça fait 30%. Quoi. Voilà. Quand on dilue ces 5 années sur 25 ans, on voit que la rentabilité augmente, et quand on dilue ces 5 années sur 35 ans, ben on voit encore qu'il y a une meilleure rentabilité. Hein, voilà. Donc, je vous le dis, hein, pour tous ces schémas, on a pour différentes densités, différentes surfaces plantées, les tableaux qui correspondent. Hein, voilà. Mais là, c'était pour donner une première approche sur le niveau coût, investissement et rentabilité par rapport au bambou. Voilà. Donc, là, on a fini la présentation du projet Onlimoso, et dans quelques instants, on va pouvoir prendre vos questions. Alors, bon, en Italie, on a, nous, un certain nombre de serres qui nous sont réservées. On ne va pas rentrer tout de suite dans la façon dont on attribue au fur et à mesure. En fait, ça se fait de façon chronologique. Hein. Quand les commandes arrivent, on prend dans les serres, on sait, puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Donc, ce que je peux vous montrer tout de suite, avant de passer aux questions, c'est une plantation. La plantation de Pascal et Dorothée, qui a été faite en 2020. Voilà, c'est-à-dire quelques minutes. Si vous voulez réfléchir aux questions que vous voulez poser, vous pouvez poser des questions dans le chat, bien sûr. Bon, donc là, on va à la préparation du terrain. Ici, la façon dont... Alors là, ça a été extrêmement bien fait. Donc, les gens qui plantent ne sont pas des agris, donc ils font vraiment tout bien comme il faut. Voilà. La clôture électrique pour les chevreuils, pour information, dans cette parcelle, il y a une famille de chevreuils qui a investi la parcelle. Voilà. Alors l'irrigation, c'est très important, le filtrage aussi, bien sûr. La qualité du filtrage, faire la qualité de l'irrigation et la durée de vie du système d'irrigation. Donc là, on a posé les lignes d'irrigation au sol. Les plants, on le disait, arrivent 2-3 jours avant la plantation. Donc, dès que les plants arrivent, on ouvre les cartons, on les fait respirer, on les arrose. Et là, là c'est assez particulier parce que cette terre-là, c'est de la boulbène. Donc, c'est une terre très sableuse. Et faire les avant-trous, c'est la méthode la plus simple qu'on ait pu expérimenter. Parce que souvent, on passe avec une tarière, tarière manuelle, tarière mécanique, tarière sur tracteur. Voilà, ici, c'est vraiment, ça a été tout simple et tout facile. Là, est-ce qu'il reste de l'entrée là-bas? Oui. Voilà, sur cette parcelle, il y a 2,2 hectares qui ont été plantés. Il y avait une quinzaine de personnes et ça a été fait en une journée et demie. Et entièrement à la main. Sans... Bon, là, on n'a pas chômé. Hein. Nous, on est toujours présents. Hein. Il y a quelqu'un de chez Onlimoso qui est toujours présent sur les parcelles au moment de la plantation. Fertilisant. On remet ce qui est important, bon, ça c'est un peu du détail, mais c'est bien de le savoir, c'est que le moment de la plantation, c'est vraiment un moment extrêmement stressant. Le plant, il a vécu en serre hein, pendant 12 à 18 mois, et là, on l'enferme dans une pièce, on le fait voyager, souvent il fait chaud à ce moment-là, on le sort, on le remet en terre, donc c'est un moment, voilà, ça compte beaucoup, la façon dont on met le plant en terre, ça compte beaucoup pour le succès de la plantation.
Ah, et puis, donc après ça, ben, c'est pareil, on va apporter de l'eau. Personnes, 4000 plants en un jour et demi. Voilà, c'est ça. Ça, c'était une plantation à 1800 plants par hectare. 2,2 hectares, voilà. Et les plantations, enfin, si jamais vous passez à l'étape de plantation, vous verrez que c'est toujours un moment très, très convivial. On travaille, mais ça fait plaisir. C'est très, très gratifiant, très satisfaisant. Interrang 3,50 m, entre plants 1,50 m, ça varie en fonction de l'intensité. Voilà, et une fois qu'on a fait tout ça, rapidement, on va arriver au dernier plan, parce que tout ce qui commence s'arrête. Alors là, j'attends que la vidéo se termine et puis ensuite, je vais vous montrer ce qui est devenu cette parcelle. Là, on met l'irrigation en place tout de suite. Voilà, 50 cm. Aujourd'hui, on utilise des écouteurs 30 cm. Hein. 1,6 litre, tous les 30 cm. Voilà, donc là, on arrive à la fin de la plantation et de la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir hein, quand on a passé les deux. Voilà. Alors, vous voyez la plantation, la tête de cette plantation en 2020. Voilà, ça c'est la parcelle au complet. Alors maintenant, en résumé, voici à gauche le premier plan qu'on a mis en place sur cette parcelle et à droite la parcelle aujourd'hui, juin 2025. Voilà, je vous prends une vue de l'extérieur de la parcelle. Donc c'est assez impressionnant hein, comme type de croissance, on n'est pas forcément habitué à ça. Et une dernière vue, c'est l'intérieur de la plantation. Là, c'était après l'éclaircie. Hein. Voilà. Voilà, donc ce qui vient conclure la présentation de ce matin. Et maintenant, je redonne la parole à Guillaume pour vos questions. Ouais, merci Étienne et merci à tous d'avoir été Avec plaisir. studieux et d'avoir bien posé les questions. Voilà. On est parfaitement dans le timing. On avait dit 1 heure pour la première phase. Alors moi, je vais me permettre en partie répondre et commenter la question d'un collègue. Si vous avez des concurrents, oui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, à la Chambre, on a audité, entre guillemets, rencontré, échangé avec plusieurs entreprises qui proposent des modèles économiques autour du bambou. Euh, Toutes ne sont pas sur les mêmes débouchés. Onimoso est sur plusieurs débouchés. Pas l'énergie aujourd'hui, il me semble. Il y a Horizon qui se développe plutôt dans le sud sur des projets euh, liés à des projets plutôt industriels de production d'énergie, de carburant, etc. Il y a Bambeco, Bambou Logique, j'ai entendu parler de France Bambou, mais je ne veux pas tout confondre. Et voilà, aujourd'hui, on a choisi de donner la parole à Onimoso, Merci. mais je pense que Onimoso est le seul peut-être à avoir des planteurs en Normandie. Si je me trompe pas. Voilà. C'est juste. Voilà pour ça. Ensuite, je vais reprendre les questions dans l'ordre et puis où elles sont dans l'ordre chronologique. Euh, et puis il y en a qui se ressemblent un peu. D'abord sur la partie technique, il y a plusieurs questions sur la quantité de fertilisation. Voilà, parce qu'on parle beaucoup du sans phyto, culture pérenne. Par contre, pour produire autant de matière, il faut de l'énergie, il faut de la fertilisation. Alors, est-ce qu'on a une idée
voilà, un ratio à l'hectare et ou à la tonne de matière sèche produite, quoi. Bien sûr. Alain, tu veux prendre la parole? Il faut que tu mettes ton micro en route. Voilà. Voilà. Super. Bah, disons que c'est suivant les années, hein, c'est difficile à donner en termes de quantité annuellement, mais on va dire on est sur quelque chose comme 200 unités à l'hectare, mais en sachant que enfin, 200 unités d'azote, 100 unités de potasse et 80 de phosphore, mais ça c'est théorique, hein. Après, on s'adapte un peu suivant les années et aussi les années de plantation. Phosphore, combien à peu près? 80. 80. Ouais. Ouais. Bon, des fois suivant les sols, hein, si on est plus ou moins sableux, il faut plus de potasse, un peu moins de phosphore, mais dans l'idée, c'est ce ratio. D'accord. Voilà. Merci. Il y avait une Bon. question, du coup, je rejoins ça rejoint aussi l'irrigation. Est-ce qu'on a une idée de la consommation en mètres cubes et Alors annuel à là, on est l'hectare? aussi, là, on va être plutôt suivant les régions, hein, en se basant un petit peu sur la pluviométrie de chaque région. On va aller, je vais donner une fourchette. On va Ouais. être entre 1500 mètres cubes et 2500 mètres cubes en moyenne. Alors, moi, je me base un petit peu sur une irrigation de maïs. Suivant les régions, des fois, on a besoin que on va dire, faire 4 passages d'enrouleur ou d'eau. Euh, Par contre, il y a des années, on va être un petit peu plus et suivant les régions, on va monter un petit peu au-delà des 2000 mètres cubes. Prenez une moyenne entre 1800 et 2000 mètres cubes, quoi. Mais je préfère avoir une fourchette un peu plus large suivant les régions. Merci. Toujours sur l'entretien, on va dire l'entretien et une question sur le désherbage. Alors, bon, entre l'interrang, ok, c'est du travail du sol. Est-ce que ça nécessite du désherbage chimique sur le rang? Est-ce que c'est faisable à la main? Et, Ah, euh, et puis, deuxième question, il y avait la réflexion sur un couvert de légumineuses, luzerne, févrole, dans l'interrang, du coup, je suppose. Alors, comment on gère interrang et rang au niveau de l'enherbement? moi, je suis assez partisan du régras, parce que c'est une plante, vous savez, je pense que tout le monde est au courant que le sol n'aime pas le vide. Donc forcément, on a un peuplement qui va se faire, hein. Donc moi, je pratique plutôt le régras anglais, facile à désherber. Le bambou, c'est pas du tout concurrentiel, donc il s'adapte très très bien. Euh, Après, l'interrang, c'est assez facile à travailler avec une tondeuse, ou une tondeuse, un broyeur, enfin le matériel d'une ferme. Là où on commence à être, c'est un petit peu plus compliqué la première année, c'est sur le rang. Tout ce qui est plante annuelle, alors c'est vrai que visuellement, des fois, on a des bambouseraies qui se salissent rapidement avec des plantes annuelles qui poussent aussi rapidement juste après la plantation. Visuellement, c'est pas très joli. Mais il faut savoir que le bambou, lui, se protège un peu dans ces mauvaises herbes. Par contre, on a quelques plantes quand même, comme le rumex, comme les chardons ou les orties, qui Ouais. sont un peu plus préjudiciables. Mais bon, c'est pas non plus. On fait un petit passage manuellement. Euh, Ça se passe en général la première année, ça se passe pas. Des herbages chimiques? Alors chimique, on n'y tient pas de trop, hein, Quand vous parce dites qu'on manuellement, est ça on est veut dire au sur. pulvé à dos ou ça veut dire vraiment à la main? On peut faire un peu à dos pour ceux qui ont l'habitude de faire du chimique, hein, sur les chardons, sur les rumex, sur les orties. On a quelques. Enfin, mais bon, ça c'est. Mais on n'y tient pas de trop au chimique.
Alors, pour faire un parallèle, j'ai beaucoup accompagné la filière houblon en Normandie. Le houblon, ça ressemble un peu en type de plantation, enfin, méthode de Mhm, plantation. On est sur 2500 pieds hectares et les producteurs que je suivais sont en bio et c'est du travail, mais et eux, ils taillent tous les ans, donc ils redésherbent tous les ans à la main. Donc, mhm, c'est ça. si c'est que sur les Je premières vous, années, ça peut se faire, j'imagine. je vous dis, avec le Régras, en général, la première année, il y a une concurrence hein, entre le Régras et les dicotes. Mais en deuxième année, on a tendance à avoir on dit déjà le bambou qui va prendre sa place et le régras qui va s'installer aussi. Donc, on a beaucoup moins de problèmes de mauvaises herbes en deuxième année. Ok, Ah, merci. Alors, je reste voilà. sur la partie culture avant de passer aux autres questions. Il y a la question sur la date de mise en place. Est-ce que c'est mai-juin ou est-ce que c'est septembre-octobre en espérant le retour de la pluie qui favorisera la reprise? Alors, Et Alors, nous, c'est plutôt mai-juin, mai de préférence, mais en sachant que on va commencer fin avril, vraiment dans le sud-ouest, parce on est sûr de ne pas avoir de gelée tardive début mai. Et petit à petit, on va remonter la France pour finir, on va dire, au mois de juin dans le nord de la France. d'accord. Et Voilà. la fertie, quelle période d'application? Moi, je suis partisan du fractionnement, c'est-à-dire qu'on va en mettre un petit peu avant. Beaucoup de matière organique, hein. L'idéal, c'est quand même d'avoir un terrain qui a été assez bien pourvu en matière organique, hein, fumier, bovin, équin. Ensuite, une première fertilisation NPK sur le plan, enfin sur le plan, autour du plan. Ça représente quoi, allez, 50 à 60 kilos de NPK à l'hectare. Donc c'est dérisoire, hein. Mais ça permet quand même de fertiliser autour du plan en sachant quand même que le plan, lui, il a été fertilisé dans son godet, mais c'est vraiment temporaire. Donc l'idéal, c'est de mettre une poignée de NPK dans les 10 jours qui suivent la plantation. Et au fur et à mesure du développement, on va rapporter un peu d'azote, style ammonitrate ou urée, dans les mêmes proportions, hein, c'est-à-dire une petite poignée de 15-20 grammes à chaque pied au fil de son développement. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'une fertilisation générale. Là, on est vraiment euh, plan par plan. Donc, ça ne sert à rien de passer sur l'hectare complet, de déverser de l'engrais, ou même engrais bio ou engrais chimique, hein, sur toute la parcelle. Là, on centralise l'engrais sur le plan. Ok, merci. Donc, il y a un commentaire de Nicolas Weber qui dit que la planteuse à pommier marche bien aussi pour planter les bambous. Voilà, Mhm. ça c'est Oui, ça une se peut, hein, astuce. oui. Est-ce qu'il y a des suivis de plantation, alors sur plusieurs sujets, mais notamment la biodiversité? Je pense pas encore sur l'impact d'avoir une monoculture sur plusieurs dizaines d'années. Je sais pas s'il y a du recul là-dessus. On en parle Alors, aussi sur le miscanthus, je crois, mais je pense que c'est la même problématique. oui, moi, je vais parler un petit peu de mon cas. J'ai planté il y a 5 ans, hein, donc j'ai des bambouseraies qui sont assez développés. Euh, je vois, hein, là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas la biodiversité ou je vois le retour de certains insectes ou oiseaux que je ne connaissais pas. Voilà. Donc, on a en termes de limaces une quantité phénoménale entre les escargots, les petites limaces et tout ça. On a des insectes araignées. euh, on a alors des insectes que je connais. Je pourrais même pas vous dire ce que c'est. Ça. On m'a dit que c'était un scorpion, mais sans le pic à l'arrière. Donc, je ne pourrais pas vous dire le nom exact. Mais bon, c'est de la famille. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on voit arriver. En termes
Il n'y a pas, d'insectes il y a pas eu de et de suivi réalisé. biodiversité, moi, Ouais, entre autres. ouais. Et surtout je revois des perdrix grises, je revois des faisans, je revois, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a les hérons, parce que les hérons viennent essayer d'attraper les mulots, les buses, les petits éperviers, voilà, hein, il y a tout un écosystème qui se met en place. Merci Alain. Donc oui, il n'y a pas vraiment de suivi réalisé. C'est plus Non, empirique, là, c'est de l'observation. ouais, c'est de voilà, Observation. tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une distance à respecter vis-à-vis des tiers, des voisins, notamment eu égard à la hauteur? Alors Est-ce là, que c'est du bon sens? c'est une question de bon sens. Voilà, c'est ça. C'est ça. On ne va pas mettre la plantation à 10 mètres de la maison d'à côté, surtout si on est au sud, si la maison est au nord. Voilà, c'est juste une question de bon sens, tout simplement. La seule chose qu'il faut donc anticiper, c'est la croissance des rhizomes, mais on l'a déjà vu, ça on le maîtrise, donc il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Alors, il y a des questions sur la surface, la densité. Donc, Oui, Romain, je pense que ça a été en partie répondu. La densité, ça va de 1200 à 2400, je crois, oui, c'est selon ça. la capacité d'investissement. Et je suppose que plus on plante dense, plus ça couvre rapidement. Après, il Ça, y a des... on parlait des concurrents. Il y en a certains qui préconisent 400 plants hectares. Voilà, moi, n'étant pas expert, je peux pas le commenter. Il y avait des questions. Alors, quelle est la surface minimum pour assurer une rentabilité? En dessous de quelle surface vous déconseillez d'y aller? Et d'accord. il y avait des questions sur Non, les plans. Combien coûte un plan et quel âge ont les plans quand ils arrivent? Voilà. alors, l'âge des plants, quand ils arrivent, c'est entre 12 et 18 mois. Hier, là, on avait au téléphone un postulant de Bretagne pour 5000 mètres carrés. J'ai dit, mais 5000 mètres carrés, oui, c'est bien, mais quand on prend en compte tout ce qu'il y a à faire pour mettre une plantation en place, faire l'irrigation, faire etc., tout ça pour 5000 mètres carrés, ouais, pour un demi-hectare, quoi. Mhm. Franchement, et puis le travail, parce que quand on est lancé sur un demi-hectare, bon, ben, il faut s'y mettre, mais s'il faut aller jusqu'à un hectare, ça va le faire. Mais tout ça pour un demi-hectare, voilà, on a compris que c'était en dessous d'un hectare, c'est pas forcément. Dans les 3, 4 premières années, il y a quand même, il faut être présent sur la parcelle. Au bout de la 5e année, au bout de la 4e année, on est à couvert. Donc déjà, il n'y a plus d'adventice, il n'y a plus de travail au niveau du sol, il y a un beau paillage naturel qui s'est installé, la bambouserie est propre. Et les premières années, il y a du boulot, quoi, hein. Donc, la rentabilité sur un demi-hectare, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, quoi, hein. Donc chez Olnimoso, l'unité de mesure, c'est l'hectare, hein, voilà. Ok, merci. Je reprends le fil des questions. Il y avait plusieurs questions sur... alors, il y a une question sur la PAC. Est-ce qu'il est reconnu à la PAC? Dans quelle case il rentre? Alors, je vais vous répondre. J'ai ma déclaration PAC sous les yeux. On va déclarer le bambou dans les ACP, autres cultures pérennes. Et dans autres cultures pérennes, on va trouver le bambou. Et, Qui de n'existait pas. façon à pouvoir toucher les DPB. Ok, bon, c'est très clair. Merci. Il y avait ensuite plusieurs questions sur le carbone. Faut-il être agriculteur pour accéder au crédit carbone? Et dans quelle méthode est-il reconnu? Est-ce que c'est la méthode grande culture? Alors là, je suis pas expert, mais voilà. Alors, la première question, c'est quoi, Guillaume? Est-ce qu'il faut être agriculteur pour bénéficier du rachat de crédit carbone? Non. En fait, le rachat de crédit carbone, euh, ça fonctionne à partir de la plantation. Donc, que ce soit un agriculteur ou un non-agri qui ait mis la plantation en place, mais le bambou, il séquestre de la même façon, hein, voilà. Donc, ces niveaux de séquestration étaient donc validés par le pôle universitaire polytechnique de Milan. Ça a été enregistré et c'est sur la base de ces chiffres-là que Bamboo Pro, l'entité donc qui gère les crédits carbone pour les plantations Olnimoso, c'est sur la base de ces chiffres-là que Bamboo Pro édite et crée des certificats carbone qui sont mis dans la blockchain et qui sont à disposition des industriels.
Voilà. C'est un long processus. Ils ont commencé il y a 2 ans et demi, et là, ça vient juste d'aboutir il y a quelques semaines sur un premier gros contrat de 3 ans, et il y a encore 2 autres gros contrats qui viennent. Donc, les D'accord. premiers paiements. Et sur quelle méthode alors? C'est une méthode spécifique au bambou ou c'est une méthode de grande culture appliquée au bambou? Comment ça se passe? Non, c'est un chiffrage qui est exclusif au bambou. Hein. Voilà, D'accord. le chiffrage, ça tient, c'est une suite d'algorithmes qui ont été construits par cet institut polytechnique et qui permet de quantifier la quantité de CO2 séquestrée aussi bien à l'extérieur que dans le sol. Hein. Voilà. D'accord. Alors moi, j'ai une question. Je mets le doigt sur un sujet particulier. Comme j'ai été en lien avec d'autres entreprises qui proposent du bambou, Ouais. chacun revendique d'avoir une super méthode de calcul et avec une entité différente. Vous, c'est Bamboo Pro, d'autres, c'est je sais plus. Mais alors, comment ça se fait que pour la même culture, on a des méthodes différentes? Ou c'est différentes entités qui appliquent la même méthode? Comment ça se passe? En fait, quand on veut créer des certificats carbone, il faut avoir une base scientifique autorisée et répertoriée. Hein, voilà. Donc, les Italiens ont pris le meilleur, on peut dire, institut technique en Italie pour faire tous ces calculs. En France, les gens qui le font plutôt avec l'INRAE. Hein, voilà. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir des différences au niveau des résultats. Voilà. Mais des différences parce que ça dépend si on calcule sur 7 ans, ça dépend si on calcule sur 20 ans. Vous voyez, au niveau des. Voilà. Donc, grosso modo, je pense que tout le monde est d'accord, ça dépend à quelle séquence, à quelle durée on fait la photo. Hein, voilà. D'accord. Donc après, au niveau après, il y a d'autres questions qui viennent derrière cette question-là, c'est qu'il y a différents organismes certificateurs pour les crédits carbone. Donc il y a des organismes nationaux. En France, par exemple, ça peut être Bureau Veritas. En Italie, ça peut être Uni. Après ça, au niveau international, vous avez Vera, vous avez Gold Standard, vous avez ICROA, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est toute une, comment dire, une organisation mondiale qui s'est structurée autour du crédit carbone, parce qu'il faut savoir que le crédit carbone, c'est une activité qui est absolument nécessaire pour la planète, mais qui brasse également énormément de fonds. Voilà. Donc, il y a de la Ok. concurrence. Voilà. Tout n'est pas simple et limpide comme on pourrait l'imaginer. Voilà. Si Voilà, je tout peux à fait. rajouter un tout Ouais. petit quelque chose, euh, suivant aussi les variétés de bambou, on n'a pas la même absorption de carbone. Donc, suivant les, voilà, donc nos concurrents, entre autres, ont entre autres d'autres variétés hein, que le Mozo. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça Alors, modifie un petit peu les formules de calcul. d'accord. Il y avait quelques questions, mais ça a été répondu au fil de l'eau. C'était sur le coût d'un plan, le coût du plan, mais voilà, c'était dans les tableaux. Tac, tac, tac. Il y avait quoi? Il y avait le coût du plan. Il y avait, oui, les frais de 15% du chiffre d'affaires. Combien ça fait en euros? Mais voilà, ça a été répondu via le tableau aussi. Hein, donc, Oui, c'est à terme 40 000 euros de chiffre d'affaires par hectare, si j'ai le truc en tête, au bout de 15 ou 20 ans. oui, Mm. ça c'est la version haute. Surtout Ouais. que dans le tableau qu'on a présenté, on est à 50%. Hein, on pourrait Oui, mettre à oui, 100%. j'ai pris le 50%. Voilà. En ce qui nous concerne, on préfère voilà, rester plutôt en bas de la fourchette. Hein. Donc, on peut estimer raisonnablement qu'à terme, une plantation, ça va rapporter entre 10 et 20 000 euros. Ce sera déjà très bien. Vous voyez. Alors, bien sûr que ça peut les dépasser et facilement, mais ce n'est pas sur ces chiffres-là maximum qu'on va partir et qu'on va construire notre image mentale de ce que sera notre bambouserie plus tard. Hein. D'accord. Ah, il y a une question plus relative à l'urbanisme, on va dire au zonage. Donc Romain, il demande s'il faut impérativement être en zone agricole ou est-ce que en zone N, zone naturelle, c'est possible. Est-ce que vous savez ça? Alors, ça pose en zone N, je ne sais pas si ça correspond au Natura 2000 ou non. Non, c'est les zones naturelles au sens de l'urbanisme.
Je ne sais pas si Romain, tu veux prendre la parole. Je t'autorise pour commenter. Si Romain, tu es toujours là d'ailleurs. Là, Romain. Oui, oui, je suis là. Oh, Je suis là. ouais, J'avais Romain. perdu les boutons bonjour Vas-y, à tous pour si tu veux activer le. préciser, ouais. Non, mais en fait, oui, c'est plutôt, c'est pas les zones Natura 2000 ni quoi que ce soit. C'est qu'en fait, on a dans les PLU, on a des zonages zones agricoles et des fois il y a des zones naturelles qu'on pourrait aussi valoriser. Je peux me tromper, mais je pense que c'est des zones sur lesquelles on peut faire des plantations de bois, par exemple, pour cultiver de la forêt, enfin, exploiter de la forêt plus tard. Le bambou, j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux. On est sur une culture pérenne de long terme, mais est-ce qu'on est sur de l'agricole, sur de la forêt? Là, je ne sais pas, mais ça m'a amené cette question-là de savoir si on pouvait planter Alors, en moi, zone naturelle, en zone N. si je Merci, peux Romain. rajouter un petit. On a eu le cas, je pense,